Non, c'est bon, c'est à vous. Ok, bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, je m'appelle Laurent Viennec, je suis juriste à la Fédération française du bâtiment, juriste en droit du travail. Je suis au sein de la direction des affaires sociales de la FFB. Et en principe, j'étais censé vous rencontrer en direct, hein. Mais bon, vu le contexte, c'est pas possible. Donc, Guy et Guillaume ont décidé d'organiser effectivement des sessions, hein, d'une heure et demie, une par semaine. Et il a semblé que effectivement, compte tenu de l'actualité, la première devait être consacrée au sujet que l'on aurait abordé si je vous avais vu, c'est-à-dire le droit du travail. Alors évidemment pas tout le droit du travail. Là, on va traiter sous l'angle de la crise sanitaire actuelle. Donc c'est pour ça que comme vous le voyez sur l'écran, on a sélectionné des thèmes qui effectivement sont les plus sensibles aujourd'hui. C'est les sujets sur lesquels on nous interroge le plus, hein, ce sont les entreprises, hein, qui reviennent vers leurs services départementaux qui reviennent vers nous au niveau national et nous posent toute une série de questions, effectivement, sur la mise en chômage partiel, les arrêts de travail des salariés, comment faire pour mettre en congé payé ces salariés, quid des procédures de licenciement en cours, comment je fais pour consulter mon CSE, mon comité social et économique, voilà. Et puis, évidemment, on est ouvert à d'autres questions si vous en avez. Alors, vous l'avez bien compris, le fil rouge, hein, de notre visio, ça va être en fait qu'est-ce qu'on fait des salariés en temps de crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus. Alors, c'est évidemment le souci de chacun, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau même des entreprises, c'est d'éviter dans la mesure du possible ce qui est en train d'arriver. J'entendais ce matin à la radio sur France Inter des licenciements de masse de nature économique aux États-Unis, hein. Bien entendu, ici, l'idée, c'est de conserver au maximum de préserver au maximum l'emploi, hein, d'éviter des licenciements économiques. Bon, même si parfois, effectivement, on n'arrivera pas forcément à occuper ses salariés et à les faire travailler. Et il faudra trouver d'autres mesures alternatives, telles que par exemple le chômage partiel. Alors, euh, pour occuper ses salariés, bon, il y a évidemment le télétravail, mais bon, le télétravail, effectivement, des gens comme Thierry, comme moi, qui sommes juristes, c'est tout à fait faisable, hein. On peut s'organiser pour le pratiquer. Lorsqu'on est sur des activités qui concernent des ouvriers, des étames de chantier, bien évidemment, le télétravail ne peut pas être mis en place. Donc, compte tenu de cette difficulté, on cherche quand même à trouver les moyens, en tout cas les bonnes solutions pour pouvoir, quand c'est possible, faire travailler les salariés, hein, sur des chantiers. Alors, le ministère du Travail a mis en ligne sur son site des fiches conseils par métier pour les salariés, pour les employeurs, pour l'expliquer effectivement, compte tenu de leurs activités, comment mettre en place des mesures qui garantissent la sécurité, la santé des salariés. Alors, quand on va sur le site, on trouve aujourd'hui des fiches concernant les chauffeurs-livreurs, les caissiers, les boulangers, etc. Pour l'instant, on n'a pas de fiches concernant
BTP. Alors, il y a un projet de guide. C'est un projet de guide qui s'appelle Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction, donc qui répond au même objectif, hein, c'est-à-dire fixer des règles dans le travail quotidien des salariés sur chantier pour leur garantir leur sécurité face à cette épidémie. Alors, c'est un guide qui a été élaboré par l'OPP BTP, auquel évidemment nous avons participé. La juriste Carole Panozzo, qui est à la tête du service santé sécurité, évidemment, a contribué à l'élaboration de ce guide. Malheureusement, ce guide n'est pas encore disponible dans la mesure où il nécessite l'approbation à la fois du ministère du Travail et du ministère de la Santé. Ce guide a été envoyé une première fois à ces deux ministères qui ont renvoyé des propositions, mais qui pour l'instant ne sont pas acceptables en tant que telles par la profession. Donc, le guide a été renvoyé avec de nouvelles propositions, mais pour l'instant, on se trouve confronté au silence de l'administration. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, sur le site du ministère du Travail, ce guide n'est toujours pas disponible. Alors, même si le guide, effectivement, n'est pas encore disponible, ça n'empêche que il y a quand même des consignes générales qui sont données par le ministère pour faire travailler les salariés, quel que soit le secteur. On en parle tout le temps, les gestes barrières, le respect des distances de sécurité, etc. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a des entreprises qui font, dans la mesure du possible, travailler leurs ouvriers, leurs étames sur chantier, lorsque c'est, encore une fois, possible. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, quand on a des salariés comme ça qui doivent travailler sur terrain, ils sont censés détenir, avoir sur eux une autorisation qui leur est adressée par l'employeur, donc un justificatif qu'ils doivent produire en cas de contrôle de la part de l'administration ou de la police, donc sur le terrain, sachant qu'il a été considéré que le fait de détenir et de produire sa carte d'identité BTP, la carte de chantier, eh bien, suffisait à justifier effectivement de la dérogation à travailler à travailler sur chantier. Voilà, c'est pour l'instant juste pour introduire notre sujet. Alors, je vais passer maintenant la parole à Thierry concernant notre premier thème sur le chômage partiel, simplement en disant que c'est une mesure évidemment qui est beaucoup utilisée. Là, je lisais sur un communiqué de presse, toujours sur le site du ministère du Travail, qu'il concerne, au 25 mars, il concernait près de 100 000 entreprises et près d'un demi-million de salariés. Donc, on voit bien que le gouvernement, effectivement, incite, lorsque on ne peut pas faire travailler ses salariés, à recourir au chômage partiel. Et pour cela, a pris récemment toute une série de mesures pour assouplir les modalités de recours au chômage partiel. Mais je laisse maintenant la parole à Thierry qui vous en dira plus. Oui. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors,
Bon, ce que je vais essayer dans mon intervention, c'est de faire part un petit peu effectivement de deux points. Alors, il y a certes bon, le chômage partiel, ou ce qu'on a sa nouvelle dénomination depuis quelques années. En fait, on parle d'activité. Le gouvernement a changé le nom d'activité partielle et faire un point aussi peut-être sur les arrêts maladie, garde d'enfants et autres qui peuvent également intervenir dans les entreprises et qui vont avoir un effet notamment sur l'activité partielle. Alors, le point qu'on va pouvoir voir quand même dans tout ça aussi, c'est d'une part l'impact de ce fameux Covid-19 en termes de nombre et également en termes de rapidité. Parce que c'est vrai que l'activité partielle, par exemple, c'est un dispositif bon, qui existe depuis de nombreuses années, bon, que dans le bâtiment, enfin, dans le BTP dans son ensemble, on a finalement assez peu utilisé. Et là, c'est vrai qu'avec l'épidémie, il y a un recours brutal, on va dire, hein, puisque quasiment du jour au lendemain, les entreprises y font appel. Et c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises à travers le pays. Et c'est des centaines de milliers de salariés, que ce soit dans notre profession ou ailleurs, qui se retrouvent en activité partielle. Alors, le point que cela soulève, c'est que, bien évidemment, c'est que, comme le disait Laurent, il y a deux contraintes qui se font jour et qui s'affrontent. C'est d'une part le fait qu'il faut préserver la santé des gens dans leur ensemble, donc notamment des salariés, et la contrainte, notamment qui est voulue, on le voit notamment en France, hein, mais on le voit que c'est la même chose aux États-Unis, en Angleterre, la contrainte des gouvernants, que l'activité continue, puisque bien évidemment, derrière l'arrêt de l'activité, c'est les impôts qui ne rentrent pas, les cotisations qui ne rentrent pas, et par contre les dépenses qui filent. Donc la volonté, voilà, c'est de jongler entre la préservation de la santé et la préservation de l'économie. Et j'en viens à mon sujet sur l'activité partielle. C'est là où ce besoin de concilier les deux et le fait que la situation est très soudaine, bah on va le voir qu'il faut pour tout le monde, pour vous, pour nous, mais également pour le gouvernement, il faut faire preuve d'une adaptabilité et d'une adaptation au jour le jour, et ce qui n'est pas toujours très aisé, et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des annonces un peu contradictoires. Alors notamment, l'activité partielle, c'est quoi? Bah, c'est simplement la possibilité pour l'entreprise ou de diminuer son temps de travail, ou carrément fermer de fermer l'entreprise ou une partie de l'entreprise. Le, Chez nous, par exemple, une entreprise dans le cadre du bâtiment pourrait tout à fait, s'il y a du travail en cours de bureau, bon, ce qui est quand même assez peu le cas chez nous, mais il y en a un petit peu, pourrait tout à fait continuer son activité, mettre en activité, donc en télétravail les personnes de bureau, et en activité partielle les personnes qui doivent intervenir sur chantier. Une des problématiques, c'est que déjà, il a fallu s'adapter je dirais, de procédure. C'est que normalement, il faut quand vous remplissez une demande, il faut que vous demandiez une demande d'activité partielle à l'État, hein, donc en fait à la directe. Il faut faire la demande normalement avant
que l'activité dans l'entreprise. Bon, on voit qu'au vu de la soudaineté, c'était un petit peu difficile. Donc l'État a fait une annonce, mais après, il faut le traduire dans des textes. Donc l'État, finalement, a permis aux entreprises de se mettre en activité partielle et de ne faire la demande qu'après. Elles ont 30 jours pour le faire. Donc on voit que les textes ne sont pas toujours adaptés à la situation, et surtout dans les situations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Normalement, quand une entreprise fait sa demande, les directs avaient 15 jours pour répondre, c'est-à-dire 15 jours pour accepter qu'une entreprise se mette en activité partielle. Bon, c'est vrai que ça veut dire que pendant 15 jours, l'entreprise avait le choix, soit d'attendre, ou soit de se mettre, d'arrêter l'activité, au risque que la directe finalement refuse. Là aussi, l'État a dû s'adapter et a fait une annonce, et qu'il l'a ensuite traduit dans les textes. Un décret est venu dire que la demande en fait serait acceptée, censée être acceptée par les directs si elle ne se prononce pas, non pas dans les 15 jours, mais dans les 48 heures. Donc ça, on voit que c'est pour la nécessité que les entreprises puissent recourir à l'activité partielle le plus rapidement possible. Et pourquoi ça ? Bien évidemment, l'objectif de l'État, c'est que le recours à l'activité partielle limite le nombre de faillites et le nombre de licenciements. Mais problème, c'est que bien évidemment, et ça nous remonte beaucoup de la part des entreprises, c'est que les textes disent que donc normalement il y a 48 heures pour que la directe réponde, mais en fait, et qu'elle envoie, la directe envoie les codes, mais le fait est que les services des directs sont complètement débordés, et en fait, les entreprises doivent attendre un petit peu plus que les 48 heures annoncées. Mais bon, le fait est qu'au bout de 48 heures, normalement, la directe est censée avoir accepté le recours à l'activité partielle. Un point qui a posé des difficultés, c'est que quand une entreprise, pour qu'elle recourt à l'activité partielle, il faut un motif. Et les textes, en fait, disent que l'activité partielle, il y a en l'occurrence, qui pourrait coller à la situation, c'est que soit c'est une entreprise qui a des soucis pour recevoir du matériel, ou qui a des problèmes de livraison aussi d'énergie. Imaginons qu'il y ait des coupures de courant. Donc ça pourrait être un cas qui peut être sollicité, ou également peut être sollicité le recours à l'activité partielle s'il y a des difficultés économiques. C'est notamment le cas typique d'une entreprise qui se retrouve à ne plus avoir suffisamment de chantiers pour faire travailler l'ensemble de ses salariés. Elle peut recourir à l'activité partielle. Et il y a une autre possibilité de recours, mais qui n'est pas expressément définie, c'est des circonstances exceptionnelles. Mais ces circonstances exceptionnelles, il revient de dire ce que c'est. Et là, en l'occurrence, l'État a dit le Covid-19, c'est une circonstance exceptionnelle. Ce qui veut dire, c'est que du coup, une entreprise était censée pouvoir recourir à l'activité partielle sans justifier spécifiquement d'avoir des difficultés économiques. Et puis, comme l'État, quand il y a une activité partielle, l'entreprise indemnise ses salariés, et ensuite l'État rembourse l'entreprise. Donc en fait, c'est l'État qui prend en charge le coût d'indemnisation du salarié.
Donc la facture, bien évidemment, au vu du nombre de salariés qui sont mis en activité partielle, c'est des centaines de millions qui sont en jeu. Donc finalement, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problème, notamment avec la ministre Pénicaud, c'est que la ministre Pénicaud a dit non, non, mais l'activité partielle, finalement, le Covid-19, pour les entreprises du bâtiment, elles peuvent aller travailler, donc elles ne pourront pas solliciter ce motif. Donc, globalement, ça veut dire qu'une entreprise du bâtiment ne pourrait demander l'activité partielle que si elle a réellement et qu'elle peut démontrer qu'elle a des problèmes économiques. Donc, le président Chanu est monté au créneau en disant qu'est-ce que c'est que ça, les entreprises du bâtiment doivent également pouvoir s'arrêter si elles ne peuvent pas travailler dans des conditions de sécurité suffisantes. Donc, il y a eu des tergiversations, des allées et venues du ministre, et au final, une entreprise du bâtiment, même si en tant que telle, elle n'a pas immédiatement de problème économique, elle doit pouvoir, aujourd'hui, sous le motif de Covid-19, et donc en insistant sur le fait qu'elle ne peut pas faire travailler ses salariés dans des conditions de sécurité suffisantes. Et là, donc le guide va également venir avoir un effet là-dessus. Hein. Donc si l'entreprise ne peut pas faire intervenir ses salariés dans des conditions suffisantes, elle peut se mettre en arrêt pour activité partielle. Donc là, premier point, donc justification de ces motifs d'arrêt. Je reviens toujours à ces problématiques d'adaptabilité, hein, parce que c'est quand même très soudain et il faut faire vite. L'État, notamment, ne communique pas toujours très, très correctement, puisque notamment on parle de télétravail. Les entreprises, bien évidemment, peuvent se mettre en télétravail. Donc, mais télétravail, ça peut aller éventuellement à un moment, mais il est possible que des salariés qui sont amenés à travailler de chez eux, à un moment, n'aient plus suffisamment de travail à faire, ou le fait qu'ils sont en télétravail, ça les empêche de faire un certain nombre de tâches. Donc, il est possible qu'à un moment, des salariés en télétravail aient besoin d'être mis en activité partielle. Le ministère, dans le question-réponse dont vous parlez, Laurent, tout à l'heure, communique en disant les entreprises qui sont en télétravail ne peuvent pas solliciter l'activité partielle. Alors, je dirais c'est là aussi, il faut, je pense, remettre les choses à leur place. C'est une communication du gouvernement qui n'est pas à droite. En fait, je pense que ce qu'ils ont réellement voulu dire, c'est que le salarié qui est en télétravail, par définition, il travaille. Donc, c'est à l'entreprise de rémunérer le salarié. Et effectivement, il n'est pas en activité partielle, indemnisé au final par l'État. Par contre, si à un moment l'entreprise qui a des salariés en télétravail n'a plus de travail à leur faire faire, eh bien, ces salariés en télétravail doivent pouvoir être mis également en activité partielle. Mais là, on voit que dans la précipitation, les communications ne sont pas toujours très claires. Un point sur lequel il faut également insister, hein, où on voit que les réglementations ne sont pas toujours très simples et il faut que tout s'emboîte, c'est que quand vous mettez quand vous allez recourir à l'activité partielle dans l'entreprise, vous faites une demande à l'État, enfin à la directe,
en spécifiant par exemple que vous allez mettre en place l'activité partielle, par exemple pour l'ensemble de l'entreprise, ça ne veut pas dire que vous allez réellement ensuite mettre tout le monde en activité partielle. Vous demandez l'autorisation de le faire, la directe vous l'autorise, mais ensuite vous pouvez recourir à l'activité partielle pour des groupes, hein, des collectifs, et vous pouvez éventuellement faire travailler certaines personnes. Et c'est notamment le cas, donc principalement, hein, je dirais c'est là la première des choses, c'est bien évidemment pour des salariés qui seraient amenés à intervenir sur des urgences. Donc ça veut dire que si à un moment, une entreprise est appelée par des clients parce qu'il y a des pannes électriques, parce qu'il y a des problèmes de plomberie avec des inondations ou autres, c'est bien évidemment, il faut que l'entreprise à ce moment-là puisse faire intervenir des salariés. Et il y a des salariés donc éventuellement qui pourront être amenés à travailler éventuellement une journée, 2 jours, ça va dépendre dans la semaine. Et après, dans le décompte, donc un salarié qui est en activité partielle sur une semaine, hein, normalement, s'il y a, une urgence, bah, peut être amené à travailler une demi-journée, une journée dans la semaine. Ce qui veut dire, c'est qu'au titre de cette semaine, il sera rémunéré la partie pendant laquelle il aura travaillé. Donc, s'il a travaillé une journée, il sera rémunéré une journée. Et les 4 autres jours seront des heures en activité partielle. Alors, j'essaye de lire, excusez-moi, rapidement les questions ou les Il y a une interventions. question notamment, Thierry, sur est-ce que ça s'applique aux salariés qui sont en forfait jour, j'imagine? Oui. Alors, les salariés en forfait, ça s'applique à tous les forfaits. Alors, la seule chose, c'est qu'auparavant, les salariés qui étaient en forfait jour notamment, on pouvait les mettre en activité partielle pour une fermeture totale d'un service ou d'entreprise dans son ensemble. Par contre, on ne pouvait pas y recourir si on voulait, par exemple, parce que l'activité, ça peut prendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'activité partielle peut prendre deux formes. Soit vous fermez l'entreprise, par exemple, vous fermez l'entreprise pendant une semaine, soit vous faites travailler les salariés par exemple, qui a mi-temps. Les salariés en forfait, notamment en forfait jour, pouvaient être en activité partielle pour une fermeture, mais ne pouvaient pas être en activité partielle pour des mi-temps ou Mais là, il a été prévu. Là, c'est pareil, hein, toujours l'adaptabilité que cherche à avoir le gouvernement. C'est que il y a un décret qui va sortir et qui va définir comment éventuellement des salariés en forfait vont pouvoir être mis en activité partielle uniquement sur des temps pour les mettre en temps partiel. Donc ça va être défini. Le décret n'est pas encore sorti. Mais donc oui, ils peuvent en bénéficier. Ce qui veut dire, c'est que globalement, dans l'entreprise, tous les salariés peuvent être mis en activité partielle. Hein, donc, ce qui veut dire aussi, c'est que pour être en activité partielle, il faut être salarié, donc il faut avoir un contrat de travail. Donc, par définition, ça exclut tous les dirigeants qui ne peuvent pas être en activité partielle. Cela vaut aussi bien pour les travailleurs indépendants que pour les mandataires sociaux, hein, qui sont donc au régime général de la sécurité sociale, puisque le type, le gérant minoritaire de SARL, par exemple, les dirigeants présidents de SAS, ils n'ont pas de contrat de travail, donc ils ne peuvent pas être éligibles à l'activité partielle.
Il y a eu d'ailleurs, bon, c'est un peu décousu, hein, j'en suis désolé, mais j'essaye de soulever un peu les points qui nous sont soumis et qui posent des difficultés. Notamment, il nous est remonté plusieurs fois qu'il y avait des problèmes, notamment avec des cabinets d'expertise comptable qui ne voulaient pas déclarer d'activité partielle pour les salariés en CDD pour surcroît d'activité. Donc, on a regardé, mais on ne voit pas ce qui fonde ce, ce refus de remplir par les experts comptables. La personne qui a été prise en CDD pour surcroît d'activité, s'il a été pris son contrat, il a été signé à un moment où effectivement il y avait du travail, il y avait un surcroît de travail dans l'entreprise, et puis je dirais patatras, le Covid est passé par là. Donc pour ce CDD de surcroît d'activité, il y a possibilité de recourir également à l'activité partielle. Comment dirais-je, un point sur lequel il y a une évolution, et là il faut le souligner, c'est que, et c'est notamment pour ça que je pense que l'État va regarder ça quand même de près, hein, les directs vont bien contrôler, c'est que auparavant, quand une entreprise mettait un salarié en activité partielle, elle l'indemnisait, on va dire pour faire simple, c'était 70% de sa rémunération. Et ensuite, l'État remboursait à l'entreprise un forfait. Un forfait qui était variable d'ailleurs en fonction de la taille de l'entreprise, donc savoir si l'entreprise avait plus ou moins de 250 salariés. Et le montant qui était remboursé à l'entreprise, c'était, je crois, 7,83 €, me semble-t-il, pour les plus petites boîtes. Ce qui veut dire, c'est que pour une entreprise qui avait un salarié qui prenait 70% de la rémunération, si elle devait par exemple lui maintenir une indemnité de 10 €, elle lui maintenait donc 10 €. Ensuite, l'État remboursait 7,83 donc par heure. Donc, ce qui voulait bien dire que l'entreprise n'était pas remboursée par l'État de l'intégralité. Ça a été modifié donc par des textes tout récents, là aussi pour s'adapter et pour faciliter le recours à l'activité par les entreprises. Et donc, l'État rembourse l'intégralité de l'indemnisation qui est versée aux salariés. Thierry, oui. on a une question sur un sujet que j'ai vu passer dans les mails. C'est l'activité partielle prime-t-elle sur l'arrêt de travail pour garde d'enfants? Ah ben ça, c'est une question qui est posée et qui, pour l'instant, n'a pas vraiment de réponse. Puisque quand je parle d'adaptabilité, hein, je crois que c'est vraiment le maître mot, hein, c'est que il faut s'adapter. Les textes tels qu'ils sont à aujourd'hui ne sont pas toujours très bien profilés, on va dire. Et il y a des situations qui donnent lieu à, il faut interpréter. Or, effectivement, donc le cas que soulève Laurent, c'est donc une entreprise qui a des salariés avec des enfants. Du fait de la fermeture des écoles, s'il n'y a pas moyen de garde, il y avait une possibilité que les parents, enfin, ou un des deux parents, ait un arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, c'est un arrêt qui donc est indemnisé par la sécurité sociale avec des indemnités journalières et un complément employeur. Donc, Ils font imaginons des qu'une carences, il me semble.
sans délai de carence. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Donc, cette entreprise, imaginons qu'il y a 10 salariés. Parmi les 10 salariés, elle en avait 2 en arrêt pour garde d'enfants. Et cette entreprise décide de se mettre en activité partielle. Donc, la question, c'est qui peut-elle mettre en activité partielle? Est-ce que c'est les 8 qui n'avaient pas d'arrêt pour garde d'enfants, ou est-ce que c'est l'intégralité? Est-ce que c'est les 10? Donc, à première vue, dans la mesure où il y en a 2 qui sont arrêtés pour garde d'enfants, elles ne devraient mettre en activité partielle que les 8 restants. Or, les caisses primaires ont fait passer un message en disant que les entreprises, lorsqu'elles se mettent en activité partielle, elles devaient interrompre les arrêts pour garde d'enfants de leurs salariés et que pour les mettre également en activité partielle. Donc, ça pose effectivement des problèmes. Alors, c'est des remontées qui sont venues des CPAM. Les CPAM, ce sont des organismes, donc, on va dire, qui ont un champ départemental. Elles dépendent de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, normalement, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui devrait, et avec le ministère des Affaires sociales, qui devrait prendre cette position. Or, à aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que les caisses primaires qui prennent position. Donc, c'est vrai que du coup, ça pose quand même un problème. Ça veut dire que c'est l'employeur, du coup, qui, en fonction de ce que disent ces caisses primaires, devrait prendre l'initiative d'arrêter, de stopper, de faire une déclaration à la caisse primaire en disant que l'arrêt pour garde d'enfants doit être arrêté pour ensuite pouvoir mettre le salarié en activité partielle. Donc, ça veut dire on donne une responsabilité à l'employeur d'arrêter, de stopper un arrêt qui équivaut à un arrêt maladie, quoi, hein. Donc, c'est vrai que on a demandé, en voyant ça, on a demandé à la CNAM une position officielle, et à aujourd'hui, la CNAM ne nous a toujours pas répondu. Ce qui veut dire, c'est que si on suit ce qui a été exprimé par certaines caisses primaires, mais pas par toutes, ça veut dire qu'il faudrait l'arrêt, l'activité partielle interromprait l'arrêt pour garde d'enfants, mais sous réserve qu'il y ait eu une démarche effectuée par l'employeur. Alors, c'est vrai que c'est quand même pas très satisfaisant et pas très pratique, on va dire. Mais à aujourd'hui, on n'a pas de réponse très nette. Attendez, qu'est-ce que vous mettez Alors, on me demande est-ce que un mail du maître d'œuvre notifiant un arrêt de chantier. Après, j'ai effectivement, hein, si vous avez une entreprise principale, par exemple, ou si vous avez un client, qu'il soit public, qu'il soit privé, que ce soit un particulier ou une collectivité ou autre, j'allais dire qui vous dit, c'est pas qui vous dit, c'est vrai qu'ils vous écrivent que le chantier doit être interrompu parce qu'ils ne veulent plus d'intervention d'entreprise. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'entreprise, elle a bien un écrit, un justificatif, et ça va venir, je dirais, renforcer sa demande de recours à l'activité partielle. Hein, puisque il faut, quand on fait la demande d'activité partielle, qui se fait par Internet, il faut cocher, il y a des cases, hein, donc en l'occurrence, je dis, vous pouvez
ce qui correspond aujourd'hui à la situation, c'est soit j'ai des problèmes de ravitaillement, on va dire, hein, soit j'ai des problèmes économiques, soit j'ai une circonstance exceptionnelle due au coronavirus Covid-19. Mais après, il y a un champ qu'il faut remplir et il faut quand même donner des explications. Donc, si vous avez effectivement des clients, donneurs d'ordre et autres qui interrompent un chantier, il faut y faire référence et il faut bien garder les justificatifs au cas où un jour il y ait le contrôle de la directe. Alors, on me demande quand est-ce que l'État rembourse les indemnités d'activité partielle. Alors, normalement, donc ça va se faire, le processus se fait en plusieurs étapes. La première étape, bien évidemment, c'est l'indemnisation du salarié. L'indemnisation du salarié, elle se fait au moment de la paye. Hein. On verse la paye au salarié. Sur cette paye, s'il y a eu une interruption temporaire, par exemple le mois de mars, il y aura jusqu'à peu près, en général, les entreprises se sont arrêtées le 16 mars, hein, souvent. L'entreprise donc va avoir sur la paye, il y aura la rémunération jusqu'au 16 mars et à partir du 16 mars, il y aura de l'activité partielle. Donc ça, c'est donc au moment de l'établissement de la paye. Donc l'entreprise fait l'avance. Ensuite, il faut faire la demande d'indemnisation à la directe. La directe transmet ensuite à un organisme, l'ASP, qui se situe exactement à Limoges. Et c'est cet organisme, l'ASP, qui verse. Et normalement, l'ASP devrait verser à peu près tous les mois. Ce qui veut dire, c'est que quand même, en termes de trésorerie, il y aura quand même, en principe, certainement plusieurs semaines de décalage de trésorerie. Avec, là aussi, il faut espérer qu'au vu du fonctionnement de cet organisme, l'ASP, hein, dont les salariés sont en partie en télétravail, que ça ne va pas retarder les paiements et que surtout, en plus, au vu du nombre de déclarations de versement d'indemnisation à verser aux entreprises, il faut espérer que l'ASP ne va pas être débordée. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, je pense qu'il va y avoir un décalage de plusieurs semaines. Alors, on me demande est-ce que quand la directe a validé le recours à l'activité partielle, est-ce que ça va assurer du remboursement des allocations? Alors, je dirais que en principe, oui. Après, il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. C'est que on est vraiment dans une circonstance quand même exceptionnelle. Hein, donc, ça va coûter énormément d'argent à l'État. Il y aura beaucoup de demandes. Donc, ça veut dire que ça va coûter de l'argent à l'État. Ça veut dire que ça pourrait pousser les directs à faire des contrôles assez pointus derrière. Mais au vu des nombres de demandes, les directs ne vont pas pouvoir contrôler tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que donc les entreprises, normalement, le recours à l'activité partielle est accepté, elles seront remboursées. Il faut quand même être vigilant à, notamment, si vous devez avoir un CSE dans l'entreprise, donc notamment à partir du moment où vous avez c'est au moins 11 salariés. Il faut que votre CSE ait été mis en place, ou alors que vous ayez un PV de carence. Si vous n'avez pas de PV de carence et que vous n'avez pas de CSE, ne bidouillez pas, excusez-moi l'expression, hein, mais ne bidouillez pas la demande. C'est-à-dire n'allez pas dire que vous avez un CSE. Hein. Ou alors il va falloir vite, je dirais vite le mettre en place derrière. Vous avez 2 mois éventuellement pour faire une déclaration
enfin, indiquer l'avis du CSE, mais il va falloir, il faut que, voilà, il faut pas bidonner, on va dire. Hein. S'il y a, et s'il n'y a pas de CSE sans PV, normalement, vous ne pouvez pas avoir recours à l'activité partielle. Donc ça, il faut y faire attention. Si vous déclarez que vous avez effectivement, vous ne pouvez pas travailler parce que les situations de sécurité de vos salariés ne sont pas remplies, il faut quand même pouvoir éventuellement le justifier. Donc après, si par exemple vous n'avez pas c'est d'avoir de pouvoir décrire éventuellement l'activité des salariés, et puis de montrer qu'au vu de leur activité, il n'y a pas possibilité qu'ils soient éloignés à plus d'un mètre les uns des autres. Et si vous n'avez pas pu vous procurer de masque, bah, éventuellement, il faut garder les justificatifs, par exemple, d'un fournisseur de masques qui vous dit qu'il n'a rien à vous livrer. Donc ça, c'est le genre de justificatif qu'il faut garder. Vous n'aurez peut-être pas de contrôle de la directe, mais si vous en avez un, voilà, il faut pouvoir apporter ce type de preuve. Mais je dirais, le principe, si vous avez l'accord de la directe et si votre activité partielle est bien justifiée et conforme à ce qu'il y a dans votre demande, vous devez être remboursé. Après, alors, question, là, je laisserai Laurent intervenir avec le problème des congés. S'ils ont été mis en congé, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir dessus? Garde d'enfants, on l'a abordé. L'activité partielle, prime sur l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Bon, ça, c'est un point qu'on a vu et où on voit que effectivement, c'est pas très clair. Ouais. Sinon, Thierry, on peut peut-être passer au sujet suivant. Sur les arrêts de travail, bon, à part l'arrêt là pour garde d'enfants, finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses on voit bien que les modalités d'indemnisation ont été assouplies dans un sens favorable aux salariés, puisqu'on a fait disparaître le délai de carence de 3 jours pour Ouais. bénéficier des IGSS. Voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça ou... Non, bah simplement, ça, je dirais juste un mot là-dessus, c'est que normalement, et là aussi, il a fallu s'adapter à la situation, c'est que pour les arrêts, dans une entreprise, bah, il y a un arrêt de travail qui donne lieu à paiement d'indemnité par la sécurité sociale quand il y a une maladie ou un accident, que cette maladie ou que cet accident soit professionnel ou soit d'ordre de la vie privée. Donc, pour qu'il y ait cet arrêt, il faut qu'il y ait normalement intervention d'un médecin traitant qui délivre un arrêt, que cet arrêt donc, soit donné à l'employeur. Voilà, donc il y a tout un processus. Bon, on voit que là, dans le cadre de l'urgence, et puis pour que ne pas que l'épidémie se répande, bon, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place. Hein. On l'a vu, l'arrêt pour garde d'enfants. Il y a également un arrêt pour les salariés qui sont fragiles. Donc, il y a une liste. Hein. Donc, ça, vous pouvez retrouver, je crois, le question-réponse, me semble-t-il, de la DFFB et sur le site internet adhérent. Ouais. Donc, il y a la liste des salariés fragiles, hein, notamment des femmes enceintes, des salariés qui ont des ALD, enfin voilà. Il y a un certain nombre de salariés qui, dans certaines situations, présentent donc une fragilité qui fait que s'ils allaient travailler, il y aurait un risque que le Covid-19 chez ces personnes soit très grave. Donc, elles ont possibilité d'avoir un arrêt spécifique avec amélie.déclare.fr. Hein. Donc, là aussi, donc on voit qu'on adapte parce que ces personnes vont avoir un arrêt alors même qu'elles ne sont pas malades. De même, il y a eu des arrêts notamment au départ pour confinement. Bon, il y en a quand même, en principe, il y en a quand même moins, mais il a fallu tordre un peu les textes
Et donc, tous ces arrêts, garde d'enfants, confinement, salariés fragiles, bon, effectivement, ce sont des arrêts donc, qui permettent d'avoir des IJSS. Normalement, il devrait y avoir une carence, Laurent le disait, de 3 jours. Ça a été supprimé. Euh, le, les indemnités de la sécurité sociale sont normalement, pour un arrêt maladie, sont complétées par ce qu'on dit habituellement, on dit que c'est la loi de mensualisation. Hein, donc, c'est que pendant 3 mois, l'employeur doit compléter les indemnités de la sécurité sociale. Bon, bah ça, normalement, pour avoir ce complément, il faut être malade. Bon, bah, on voit que tout le monde a adapté et c'est les compléments, en général, elles sont versées même lorsque le salarié n'est pas malade. Il garde un enfant, mais bon, le complément est versé quand même. Normalement, pour verser le complément, il faudrait que le salarié ait un an d'ancienneté. Bon, ça a donné lieu à des adaptations. Donc, on voit que les textes sont vraiment adaptés à la situation très, très particulière. Bon, après, je ne pense pas qu'il y ait d'autres points sur les arrêts spécifiques à aborder. Hein. Là, je lis les questions. Je peux les Alors, regarder aussi. mais nous avons le droit de demander son remplissage. Notre avocat nous dit que nous devons assurer également que notre personnel n'est pas à risque, mais nous avons le droit de leur demander son rompre l'histoire du secret médical. Ouais, je vois pas trop quoi. Lorsqu'on déclare un arrêt maladie pour personne à risque, il n'y a pas de date de fin ni de nombre de jours. Ils sont en arrêt automatique tout le long du confinement. Point d'interrogation. Pour les salariés qui sont Ouais. les salariés fragiles. Affection longue durée. En affection. Alors là, je n'ai pas ça en tête. Et il me semble que l'arrêt, il est de 21 jours initial et qui peut être prolongé. Mais bon, il me semble que c'est comme ça, mais là, il faudrait retourner voir sur le site Amélie. Mais de toute façon, en principe, même s'il y a renouvellement, mais tant qu'il y aura la pandémie, pour des personnes en ALD et autres, ils seront couverts. Ouais. Thierry, là, j'ai la question qui revient à 2 fois. On n'a pas mis en place le CSE, et on est en activité partielle. Il faut faire quoi? On est 17 salariés. Bah, Enfin, il va falloir organiser les élections hein, à un moment donné, là, parce qu'on a 2 mois, hein, c'est ça, à compter de la demande de chômage partiel pour transmettre à l'administration oui, l'avis des représentants du personnel. Hein. tout à fait. Donc, ce qui Ouais. veut dire, Donc, c'est que normalement, bah, s'il y a bon, on va faire simple. Hein. Imaginons qu'on mette des salariés en activité partielle à partir du 1er avril. Normalement, il y a 2 mois pour transmettre au service de l'État l'avis du CSE. S'il n'y a pas de CSE, bah, ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'organiser des élections. Alors, au vu de la situation, ça va pas être très facile, mais bon. Mais si et après, euh, il faudra que le CSE, bah, du coup, dise donc nouvellement mis en place, dise bah, je suis d'accord sur l'activité partielle. Après, moi, je n'ai pas à aujourd'hui de réponse. Que ferait une directe pour une mise en activité partielle le 1er avril avec un avis du CSE qui lui est transmis, je sais pas, courant le 15 mai. Ok, on est dans les 2 mois. Mais si la directe regarde et elle voit que le CSE a été mis en place le 30 avril. Ça veut dire que la mise en place du CSE, elle est venue après la mise en activité partielle. J'espère que ça va passer. ouais, ouais. Mais c'est vrai Euh, qu'aujourd'hui, Ouais. Toujours sur le chômage partiel, hein, je suis désolé, on revient, mais c'est parce que c'est une question. Il y a le ministère du Travail qui a mis en ligne un communiqué sur les sanctions qui seront applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions de mise en chômage partiel. Et c'est du lourd quand même, hein, parce qu'ils vont demander évidemment le remboursement des indemnités qui auront été remboursées à l'entreprise. Et puis, il y a même des sanctions pour travail illégal, hein, c'est ça, Thierry?
Oui. Alors ça, en fait, ils ont surtout, puisque, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est que le salarié qui est en activité partielle, il est indemnisé par l'entreprise, mais derrière, c'est l'État qui paye l'intégralité de l'indemnité. Donc, ça va coûter des centaines et des centaines de millions à l'État. Donc, effectivement, l'État, ce qu'il ne veut pas, c'est que une entreprise fasse une déclaration d'activité partielle, indemnise ses salariés et que, en fait, elle fasse travailler ses salariés. Puisque là, dans ce cas-là, effectivement, on est en travail dissimulé. Euh, ce qui, euh, Ce qui veut dire, c'est que si l'entreprise se fait attraper dans cette situation, derrière, il y a le fait, il faut rembourser les indemnités d'activité partielle, il faudra rembourser les réductions Fillon dont l'entreprise a pu bénéficier, et derrière, il y aura des condamnations pénales. Alors après, vous me direz, oui, mais comment une entreprise qui se met en activité partielle et qui fait travailler ses salariés, comment est-ce que l'État va le savoir? Ça, l'État ne le saura pas peut-être dans beaucoup de situations, mais si jamais vous faites attraper, parce que éventuellement il peut quand même y avoir une dénonciation, les inspecteurs du travail, je ne sais pas s'ils travaillent encore, mais voilà, il peut y avoir n'importe quelle situation qui fait que vous avez triché, vous avez demandé l'activité partielle et puis pour autant vous continuez à faire travailler vos salariés. Il y a des cas où éventuellement l'État pourra s'en rendre compte. Et là, effectivement, c'est du travail dissimulé, c'est sanctionnable. Par rapport aux questions, il y a aussi il y a quelqu'un qui nous dit, deux personnes au moins, si on n'a pas de représentant du personnel, mais qu'on a fait les élections, qu'on a un PV de carence, évidemment, ça suffit. Hein, on n'a Ah bah pas, oui, il n'y a pas de souci là. Hein. Il n'y a pas de souci. on a rempli ses obligations. Alors, j'insiste, c'est un PV de carence pour le CSE, parce que là, je lis PV de carence pour les délégués du personnel. Les délégués du personnel, ça n'existe plus depuis le début de l'année. Hein. Donc aujourd'hui, les représentants du personnel qui sont susceptibles d'être élus dans la société, ce sont des membres du CSE hein, et pas des délégués du personnel. Donc, il faudra avoir un PV de carence d'élection de membres du CSE. Hein. Et ça suffit, effectivement. Voilà. Après, bon, je vois qu'il y a eu des questions aussi sur la problématique, savoir d'avoir des salariés qui sont en garde d'enfants, d'autres en activité partielle, bon, mis à part les petits soucis que j'ai signalés tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Hein, dans la pratique, c'est pas toujours facile de distinguer, mais dans les textes disent que l'activité partielle, c'est un recours qui doit être collectif. Mais pour autant, le collectif, il n'est pas expressément défini. Donc, un collectif, ça peut être quoi? Vous pouvez décider de mettre en activité partielle un grand collectif, et le plus grand pilier, c'est bien évidemment toute l'entreprise. Mais vous pourriez également décider de mettre en activité partielle une partie de l'entreprise. Cette partie, ça peut être quoi? Imaginons une entreprise qui a je sais pas, qui fabrique des fenêtres et qui les pose. L'entreprise pourrait très bien mettre en activité partielle les poseurs et continuer à faire travailler les personnes dans l'atelier. Hein, là, on a bien deux équipes, deux collectifs différents, et donc elle pourrait faire cette distinction-là. Ensuite, elle pourrait également, toujours dans cet exemple, l'entreprise a dans ses poseurs, il y a quand même un atelier, un chantier qui fonctionne. Donc, elle pourrait très bien définir deux équipes. Elle met une équipe en activité en arrêt total et puis une autre qu'elle fait travailler. Donc ça, c'est tout à fait possible. En fait, ce qu'il faut derrière, il pourrait même y avoir des équipes de mettre tout le monde en activité partielle, mais avec des systèmes un peu de tournée.
la moitié de l'équipe travaille la moitié de la semaine et l'autre, elle est en activité partielle sur l'autre moitié. Et puis l'autre équipe qui est en activité partielle vient prendre la place. Voilà, il y a des organisations qui sont possibles. Après, là aussi, il y a des choses qui vont nécessiter de toute façon des adaptations. Je le disais tout à l'heure, si vous mettez en place, vous êtes une entreprise de plomberie, vous mettez tout le monde en activité partielle, vous avez une fuite dans un immeuble, bien évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne parce que sinon tout l'immeuble va être inondé. Dans ce cas-là, votre équipe, toute votre entreprise elle est en activité partielle, c'est bien un collectif, et pour autant à un moment, il y a un salarié qui va devoir travailler. Donc votre collectif, il sera plus tout à fait collectif parce qu'il y en a un qui va travailler. Mais ça, là-dessus, il y aura pas de souci de la part des directs. Thierry, alors j'ai la question là qui revient souvent, la question du droit de retrait, et c'est en lien aussi avec ce dont on parle, parce que j'ai eu dernièrement une fédération qui m'interrogeait sur des salariés qu'elle avait mis, une entreprise qui avait mis ses salariés en chômage partiel. Et puis là, du coup, elle a de l'activité et elle leur demande de retravailler. On est bien d'accord que le droit de mettre, la possibilité de mettre ses salariés en chômage partiel, c'est un droit qui appartient à l'employeur. Hein. Le salarié n'a pas a priori son mot à dire. C'est la jurisprudence depuis longtemps considère qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail, donc c'est une décision qui s'impose aux salariés. Et d'ailleurs, le gouvernement, là, dans une ordonnance ou un décret, vient de dire que cette mise en chômage partiel s'imposait même aux représentants du personnel. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il fallait en passer par un accord du représentant du personnel pour le mettre en chômage partiel. Non, désormais, il est comme les autres salariés, c'est l'employeur qui prend cette décision. Maintenant, si effectivement l'activité reprend et que on va affecter les salariés à cette activité, c'est-à-dire qu'on les fait sortir du chômage partiel, pour moi, cette décision, elle s'impose de la même façon qu'à l'entrée, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? Et puis après, j'aborderai la question du droit de retrait. Ce qu'il y a, c'est que quand l'entreprise, en fait, il faut repartir du début, c'est-à-dire de la demande de l'entreprise à la directe. Quand l'entreprise, elle fait une demande d'activité partielle à la directe, elle a un certain nombre d'informations à donner, mais notamment deux, c'est quels sont les salariés concernés et quelle est la période concernée. Alors, les salariés concernés, je dirais que l'entreprise, elle a plutôt intérêt à mettre le maximum de personnes. Hein. Donc, si je reprends un exemple, vous avez 10 salariés dans votre entreprise, vaut mieux faire la demande pour les 10. Et en termes de période, normalement, jusqu'à présent, quand vous faisiez une demande d'activité partielle, c'était vous pouviez la demander pour une durée au maximum de 6 mois. Donc maintenant, elle est portée à 1 an. Alors bien évidemment, on ne va pas se mettre en activité partielle pendant 1 an, mais si on estime, là par exemple, que le Covid va durer encore quelques temps, qu'il va y avoir des répercussions, imaginons que l'entreprise demande à la directe une activité partielle pour ses 10 salariés jusqu'à fin juin. L'entreprise a l'autorisation, mais après, l'entreprise, elle n'est pas obligée d'y recourir. Donc, c'est en fonction de l'activité. Elle peut très bien ne recourir à l'activité que pour 5 des 10 salariés, alors même qu'elle a eu l'autorisation pour les 10, et elle n'est pas obligée de mettre en activité partielle jusqu'au mois de juin. Elle peut reprendre l'activité quand elle le jugera utile. Elle a demandé une autorisation et après, c'est l'employeur qui est juge du moment où il reprend l'activité. Alors après, avec la problématique, bien évidemment, des respects des règles de sécurité et autres, mais c'est quand même l'entreprise, c'est l'employeur qui décide.
qui il met en activité partielle et jusqu'à quand. Et après, effectivement, vient le problème du droit de retrait pour certains qui pourraient dire « Ah non, attendez, moi, je ne veux pas reprendre ». Là. Alors, la question du droit de retrait, elle a été abordée dans le question-réponse qui a été, dont on parlait tout à l'heure, qui a été de question-réponse de la FFB, qui a été diffusée sur le site adhérent. Donc moi, je m'y reporte. C'est-à-dire qu'on redéfinissait ce que c'était que le droit de retrait. C'est qu'effectivement, c'est quand un salarié constate qu'une situation de travail dont il a connaissance présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou lorsqu'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Donc, tout le débat, c'est effectivement, est-ce que l'employeur, quand il fait reprendre à son salarié son travail, a mis le salarié dans des conditions de travail satisfaisantes en termes de sécurité, en termes de santé, qui peuvent le protéger contre un risque de contamination. Donc, est-ce qu'il a mis en place les gestes barrières? Est-ce qu'il peut respecter la distance d'un mètre entre les salariés dans le cadre du travail? C'est vrai que c'est compliqué de travailler sur chantier où la coactivité elle est la règle. Sachant que ce droit de retrait, c'est un droit individuel qui appartient aux salariés. Donc, deux possibilités. Soit on considère que ce droit de retrait exercé par le salarié n'est pas illégitime, c'est-à-dire que l'employeur avait fait tout ce qu'il fallait pour assurer la sécurité du salarié. Auquel cas, eh bien, si ce droit de retrait est illégitime, eh bien, le salarié ne peut pas se mettre en droit de retrait et est susceptible, dans ce cas-là, d'être sanctionné. Donc, ça peut être une sanction disciplinaire qui peut, le cas échéant, aller jusqu'au licenciement. Deuxième option, le droit de retrait est légitime, c'est-à-dire qu'on va considérer que, ben oui, le salarié avait raison de ne pas vouloir travailler parce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures susceptibles d'assurer, de garantir sa sécurité. Auquel cas, ben dans ce cas, bien entendu, l'employeur ne peut prendre aucune sanction disciplinaire vis-à-vis du salarié. Par ailleurs, l'employeur serait dans l'obligation de rémunérer le salarié qui ne viendrait pas travailler du fait de l'exercice, encore une fois, de ce droit de retrait qu'on considérait comme légitime. Et la question de la légitimité, qui va l'apprécier? Effectivement, dans une première mesure, c'est l'employeur, mais en cas de contentieux, eh bien, ce seront les juges qui devront trancher. Et là, c'est vrai que c'est difficile de savoir. Ça sera vraiment du cas par cas. Et bien évidemment, une fois que ce guide sera diffusé, le guide dont on parlait tout à l'heure, sur les précautions à prendre, etc. Eh bien, on aura quand même une ligne pour savoir effectivement dire, bah écoutez, voilà, moi au regard des prescriptions qui étaient données dans ce guide, moi j'ai respecté la règle, donc je pouvais considérer que mes salariés étaient en mesure de travailler et donc je pouvais considérer que leur droit de retrait était illégitime. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire plus sur ce sujet que ça. Alors, on va poursuivre parce que je vois le timing. Tu me dis, Thierry, là, pour le coup, tu regardes les questions et tu me dis s'il y a des choses auxquelles on peut répondre, sachant que Guillaume a renvoyé un message en disant qu'évidemment, sur tous les sujets qu'on n'aurait pas pu aborder, les questions auxquelles on n'aura pas de réponse ou pas pu répondre, on essaiera de le faire, je ne sais pas sous quelle forme, mais on verra. Alors, moi, je voulais… Sachant que, juste une chose, c'est que après, par rapport à aux thèmes qui sont, aux questions qui peuvent être posées, il y a quand même de se référer aux questions-réponses, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points qui sont traités à l'intérieur. Ce qui évitera de répondre individuellement à chacune de l'ensemble des questions. Okay. Il ne s'agit pas de prévoir des réponses individuelles, mais de faire un récapitulatif de l'ensemble des questions avec collectivement quelques clés de réponse
et bien entendu le renvoi vers les sites de la Fédé et les questions-réponses que la Fédé met à jour en temps réel. Ok. Alors, sur le sujet des congés payés, Alors, il y a deux questions. C'est est-ce que je peux modifier les dates de congés payés de mes salariés quand elles ont déjà été posées? Alors, le principe, c'est que on ne peut modifier les dates des congés payés dans le délai de 2 mois avant leur prise que pour des circonstances exceptionnelles. Hein. C'est le Code du travail qui emploie ce terme de circonstances exceptionnelles. Bon, donc on pourrait considérer que là, effectivement, compte tenu du contexte, bah oui, on est face à des circonstances exceptionnelles qui nous imposent de devoir malheureusement modifier les dates de congés payés des salariés, sachant que de toute façon pour les congés payés qui auront été acquis sur la période de 2019, que je me trompe pas, qui auront été acquis en 2018-2019, donc qui devaient être pris entre 2019 et 2020. Donc la période là va se terminer, la période de prise va se terminer au 30 avril. Il y a alors normalement on est censé les faire prendre ces congés avant le 30 avril, sachant qu'a priori les caisses seraient favorables, enfin en tout cas ne serait pas contre le fait de pouvoir reporter ces congés payés au-delà du 30 avril sur le mois de mai. Hein. Donc ça, c'est pour effectivement la modification de date de congés payés qui aurait déjà été posée par les salariés. L'autre situation, c'est celle où les salariés n'ont pas encore posé. Hein. Par exemple, ils avaient encore une 5e semaine de congé à poser. Ils n'ont pas encore posé les dates de congé. Donc, est-ce que l'employeur peut leur imposer? Alors, si on prend littéralement les textes, ce qu'on voit, c'est que normalement, l'employeur, il est censé prévenir ses salariés des dates de départ en congé, que ça soit une fermeture ou des départs par roulement, 2 mois au moins avant leur départ. Hein. C'est un délai qui est prévu dans les conventions collectives. Donc, ce qui veut dire que cela, oui, si l'employeur prend la décision de les mettre d'office en congé au mois d'avril, il ne pourra pas concrètement respecter ce délai de prévenance de 2 mois. Donc, en théorie, un salarié pourrait contester cette fixation, je dirais, impérative des dates. Maintenant, est-ce qu'il aurait forcément gain de cause devant un juge s'il allait en contentieux pour régler essayer d'obtenir des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la règle des 2 semaines. Bon, là aussi, c'est difficile de répondre. Alors, ce qui a été prévu par les ordonnances qui viennent d'être adopté par le gouvernement, c'est que l'employeur peut imposer dans la limite de 6 jours de congés payés à les dates de congés à ses salariés. Alors, malheureusement, le gouvernement a eu la très mauvaise idée de lier cette possibilité pour l'employeur d'imposer ces 6 jours à la négociation d'un accord collectif de branche ou d'entreprise. Mais bon, dans la branche, pour l'instant, nous, on n'a rien. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui si la branche se lancera dans cette négociation. Bien entendu, on voit bien l'intérêt pour les employeurs. Le problème, c'est que vous savez que dans le cadre d'une négociation de branche, on négocie avec les organisations syndicales. Et puis, et évidemment, ces organisations syndicales, je ne suis pas certain qu'elles soient prêtes aujourd'hui à se lancer dans une négociation de branche sur la fixation de ces congés payés. Donc, il reste quoi comme solution? Il reste la solution de l'accord collectif d'entreprise.
Mais l'accord d'entreprise, je vous le rappelle, ça suppose qu'on le négocie avec les gens qui sont désignés à ce titre dans l'entreprise. C'est-à-dire dans les entreprises de moins de 20 salariés, lorsqu'on n'a pas de représentant du personnel, il faut négocier directement avec les salariés et il faut que votre accord il reçoive l'approbation des 2/3 du personnel. Dans les autres entreprises, eh bien, ça sera négocié dans les entreprises donc à partir de 11 salariés, donc avec des représentants du personnel. Donc là, ça sera négocié avec les représentants du personnel. Alors, les représentants du personnel qui sont majoritaires, c'est-à-dire qui ont obtenu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles. Et puis, dans les entreprises de plus de 50, ça peut être éventuellement négocié avec un délégué syndical d'entreprise. Alors, cet accord d'entreprise, il pourrait même permettre à un employeur d'imposer la prise de congés payés par anticipation, c'est-à-dire pour les congés payés qui ont été acquis sur la période 2019-2020 et qui devaient être pris sur la période 2020-2021. Eh bien, il serait possible, si on avait un tel accord d'entreprise, d'imposer toujours pareil dans la limite de 6 jours ouvrables à ses salariés de tels congés, même avant l'ouverture de la période de prise, c'est-à-dire à partir du 1er mai, c'est-à-dire dès le mois d'avril, on pourrait imposer ces congés. Mais toujours pareil, par la voie d'accord entreprise. Alors, c'est un peu plus souple si dans votre entreprise, vous avez des systèmes d'aménagement du temps de travail ou par le biais desquels vous donnez à vos salariés des jours de RTT. Dans ce cas-là, l'employeur peut imposer la prise de ces jours de RTT. Alors, on n'a pas besoin d'accord collectif pour ça. Les seules règles à observer, c'est que c'est un maximum de 10 jours qui devront être fixés par l'employeur et il devra respecter un délai de prévenance minimum de 1 jour vis-à-vis des salariés. Pareil, si vous avez des salariés en forfait jour, là aussi, ces salariés, vous le savez, ils bénéficient de jours de repos. Là, pareil, les ordonnances donnent la possibilité à l'employeur d'imposer à ses salariés en forfait jour, leurs jours de repos, de leur imposer les dates de jours de repos. Toujours pareil, dans la limite de 10 jours et en respectant un délai de prévenance d'un jour minimum, un jour calendaire minimum. Je pense que c'était l'essentiel que je voulais vous dire sur les congés payés. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Non. Je continue. Alors, on a aussi des questions actuellement sur les procédures de licenciement. Laurent, je me permets de t'interrompre. Une question. Pour mettre en place le chômage partiel, ne faut-il pas écouler les RTT, congés et récupération? Peut-être une question pour… Thierry va répondre. Dans les textes, il n'y a rien qui l'impose. Par contre, dans la demande qui est faite à la directe, dans les éléments qui sont à fournir, l'entreprise doit indiquer ce qu'elle a essayé de mettre en place pour justement éviter de recourir à l'activité partielle. Donc, c'est pas quelque chose qui est imposé par les textes, mais c'est néanmoins quelque chose ce sont des éléments que les directs demandent pour apprécier si l'activité partielle va être autorisée ou pas. Ok. Et puis une autre question, un peu plus haut, là, le retard de validation du guide de protection par l'État suffit-il pour justifier un arrêt de l'activité auprès de la directe? C'est une bonne question. C'est une question piège. Merci Ludovic de l'avoir posée. La problématique, c'est que comment dirais-je, le guide en tant que tel, il n'aura pas de valeur juridique. Voilà, c'est pas un texte, ce sera pas un texte législatif ou réglementaire ou autre. Mais bon, il aura quand même
au moins il existera. Ce sera déjà ça. Là, aujourd'hui, il n'existe pas. Donc, on peut pas dire. Il y a pas de guide, donc je sais pas comment faire. Il faut quand même aller au-delà. Et il faut pouvoir quand même expliquer que, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, hein, c'est que, au vu de mon activité, j'ai une activité qui fait que mes salariés vont être proches les uns des autres. J'ai un chantier, en plus sur le chantier, il y a d'autres entreprises qui interviennent, donc ça va être impossible de respecter les 1 mètre de distance, et que je n'ai pas trouvé de matériel de protection parce que j'ai pas de masque. Voilà, je pense quand même qu'il va falloir donner. Faut être en capacité de donner quelques éléments. C'est pas, on peut pas justifier en disant le guide n'est pas là, je sais pas quoi faire, donc je me mets en activité partielle. Je pense quand même qu'il faut qu'il y ait possibilité de justifier quand même des contraintes qui font que pourquoi l'entreprise peut pas faire bosser ses gars. Ouais. Moi, je vois une question là sur les congés payés posés dernière semaine d'avril, mais le salarié est en arrêt pour garde d'enfant. Si son arrêt recouvre les dates de congés, les congés sont repoussés. Alors la règle normalement, c'est que c'est la première cause de suspension qui a débuté, qui joue. Donc si le salarié est arrêté, en principe, oui, normalement, les congés payés, ils sont repoussés. Donc, en principe. Ouais. Mais avec les gardes d'enfants, à mon avis, ça va être comme avec l'activité, comme quand garde d'enfants et activité partielle, garde d'enfants et congés payés. C'est vrai que si on est-ce qu'on va appliquer exactement les mêmes principes, quoi? C'est ça. Oui. Parce que si on dit que quand l'entreprise se met en activité partielle, il faut qu'elle interrompt la garde d'enfants, parce qu'en fait, les caisses primaires disent vous pouvez pas bénéficier de l'arrêt pour garde d'enfants parce que le fait de vous mettre en activité partielle, ça prouve bien qu'il n'y a plus de boulot et donc vous pouvez rester chez vous et vous n'avez pas besoin de vous mettre en arrêt. Alors que l'arrêt garde d'enfants, il était antérieur. Donc du coup, on peut s'interroger, est-ce que ce serait la même chose pour les congés payés ? C'est vrai que sur un arrêt normal, sur un arrêt maladie normal, le congé, il est repoussé, il ne démarre pas en fait. Hein. Tout à fait. Le problème, c'est que là, on arrive en fin de période de prise. Donc, alors, on peut reporter au-delà effectivement, la caisse accepte jusqu'en mai. Après, lorsque c'est pour un arrêt maladie, la jurisprudence nous dit que, effectivement, si le salarié n'a pas pu prendre à la fin de la période de prise ses congés payés parce qu'il était en arrêt de travail pour maladie, eh bien, c'est reporté sur la période suivante. Donc, est-ce que les mêmes principes vont s'appliquer ? Ça, c'est une question auquel je ne sais pas répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Thierry, peut-on aborder les aides pour les indépendants ou toute autre mesure possible pour le TNS ? Oui, alors, ça va faire partie d'une autre thématique, je crois. Ce sera sur une autre thématique, tout à fait. J'ai répondu que c'est un point qui sera… Ok, ça marche. Voilà, le 15, donc le 15 avril. Ok. Allez, parce que là, il est déjà 12h33, donc deux mots sur les procédures de licenciement en cours. Donc, on a souvent la question, voilà, j'ai une procédure de licenciement, comment je la continue, comment je convoque mon salarié à l'entretien préalable, puisque mon entreprise est en activité partielle, donc comment je fais. Alors, bon, la solution qui nous paraît peut-être la meilleure, c'est que on convoque le salarié à un entretien préalable, on lui fixe une date, l'heure, etc. On lui dit qu'il pourra se faire conseiller, bon, ce qu'on fait d'habitude pour une convocation normale, mais on lui dit qu'on est bien conscient qu'il pourra pas se déplacer il pourra sûrement pas se déplacer dans l'entreprise, et donc d'emblée dans la lettre de convocation, on lui indique les motifs pour lesquels on envisage son licenciement et on lui donne un délai pour nous faire ses observations.
hein. On lui laisse 15 jours, par exemple. Et passé ce délai, eh bien, dans ce cas-là, vérification que le délai de 2 jours ouvrables entre la date qu'on a fixée de l'entretien dans la lettre et l'envoi de la lettre de notification est bien expiré. On envoie la lettre de licenciement au salarié. Un préavis de démission doit être repoussé. Un préavis de démission, est-ce qu'il doit être repoussé? Ça dépend dans quelle situation se trouve le salarié. Est-ce qu'il est en activité partielle au moment de ce préavis? Parce que le préavis, il n'y a rien qui interrompt le préavis, si ce n'est les congés payés et ou un accident du travail qui intervient pendant ce préavis. Sinon, tout autre élément, par exemple l'activité partielle, ça n'aurait pas pour effet de reporter ce préavis. Hein. Et là qu'on parle d'un préavis d'ailleurs de démission, un préavis de licenciement. Oui, chômage partiel, voilà. Bon, ok. Sur la consultation des représentants du personnel, si vous en avez là aussi, le grand souci, Thierry le disait, on en a besoin pour la demande de chômage partiel, c'est d'arriver à les consulter aujourd'hui, hein, quand ils sont confinés chez eux, qu'on sont eux-mêmes en activité partielle. Donc, le ministère du Travail préconise la visioconférence. Hein. La visioconférence, bon, il y a tout un tas d'outils informatiques aujourd'hui, des applications qui permettent à des salariés élus dans l'entreprise, eh bien, effectivement, de transférer sur leur portable ou leur ordi des applications qui permettraient d'organiser des visioconférences au cours duquel on réunirait les membres du CSE et qu'on consulterait donc à cette occasion. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on alors, y a-t-il d'autres choses auxquelles on pourrait éventuellement répondre, ou alors est-ce qu'on considère que là 1h30 c'est bon Oui, je pense qu'on a déjà traité beaucoup de thèmes. Il y a déjà des personnes qui ont dû nous quitter. Moi, ce que je vous propose pour la suite, nous allons, avec Laurent, refaire la liste de l'ensemble des questions qui ont été posées et vous envoyer, je dirais, un fichier avec quelques éléments de réponse collectivement à chacun. Voilà la façon dont on vous propose de traiter la suite. Ce que je voulais vous annoncer également, comme Guy l'a indiqué sur le chat, c'est que la série des rencontres du mercredi va se poursuivre la semaine prochaine avec une conférence sur le signe noir de 2020, le signe noir de l'économie, le Covid-19. Donc, ce sera Biram Gay qui animera cette conférence à 17h. On traitera le 15 avril tous les impacts sur vos trésoreries, les aides, les mesures financières, toutes ces questions dont certaines ont été posées, notamment pour les TNS, comment faire passer financièrement la période de crise. Nous aurons ensuite le 22 avril une conférence sur le management, comment manager vos équipes et les préparer à la reprise. C'est important de leur faire passer des messages positifs. Entre-temps, nous espérons avoir eu la parution du guide de l'OPP et nous intercalerons sans doute un vendredi une réunion sur l'explication des grandes lignes du guide de l'OPP, comment démarrer en toute sécurité, mais également profiter de cette période pour mettre en place d'autres actions de prévention et peut-être faire intervenir certaines entreprises qui ont mis en place un plan de continuité d'activité, donc qui se sont organisées, structurées pour aller plus loin dans leur démarche de prévention. Voilà le programme. Comme je lis, en effet, on attend le guide et on espère que ça répondra à la plupart de vos questions. En attendant, n'hésitez pas à poster des commentaires, nous faire part de toutes vos remarques et on essaye de continuer à vous servir. Voilà. Juste un point, je voulais ajouter, c'est que on a fait mention aux questions-réponses de la FFB. C'était simplement pour signaler que ces questions-réponses à aujourd'hui sont au nombre de 3. Et on est en train de travailler, là, on a quasiment fini. On les a tous regroupés. Donc, il n'y aura plus qu'un seul document.
et on est en train de finir de les mettre à jour, puisque depuis qu'ils étaient sortis, il y a eu décret sur l'activité partielle, il y a eu 2 ou 3 ordonnances qui nous intéressent. Donc voilà, il y aura un document consolidé et mis à jour qui sera mis en ligne très, très rapidement, là. Oui, en effet, tu fais bien, Thierry, de rappeler ça. C'est encore plus que jamais le moment de consulter régulièrement toutes les informations qui vous viennent de vos fédérations respectives. Bien. Écoutez, merci à toutes et à tous. Voilà, j'ai essayé de redonner le micro à Guy, mais j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas le son. Donc, voilà, Si, Guy. je l'ai. Ah, parce que voilà, Oui, je l'ai. vous diriez que le glaçon est bientôt prêt à fondre dans le pastis et que c'est l'heure d'aller le boire? Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier les glaçons qui font dans le verre. Non, je voudrais remercier Thierry et Laurent de s'être rendus disponibles et d'avoir été aussi efficaces. Donc, je confirme nos participants. Rendez-vous mercredi prochain. Attention, 17h, hein, mercredi prochain. Voilà. Je vous enverrai la veille le mail avec le lien. Je pense que maintenant, ça fonctionne à peu près bien. Bonne journée à tous. Bon courage pour cette période et à très bientôt. Bon courage. Merci, au revoir. Laurent et Thierry. Merci beaucoup, au Thierry. revoir. Merci, Laurent. Laurent, on peut se rappeler en début d'après-midi? Non, parce que j'ai des appels là en début d'après-midi. Donc, je prépare un fichier de synthèse. Ouais. On échange par mail. D'accord, ça. C'est parfait. À bientôt à Allez, tous. à bientôt. Au revoir. Au revoir.